Et du côté du marché obligataire, on peut dire que la séance est calme également. On va en parler avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Yannick, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine en l'absence des investisseurs britanniques, puisque Londres est fermé, j'imagine que ça doit être relativement calme là sur le marché des taux et du crédit. Oui, c'est un peu calme effectivement, surtout effectivement sur le crédit où c'est assez compliqué, on va dire, si des gérants ont des programmes trading à faire, de trouver de la liquidité en face, effectivement. Bon, ça permet de prendre un peu de recul et de voir malgré tout, on le disait il y a quelques instants, depuis quelques semaines, depuis les derniers points bas qu'on a fait sur les taux en avril, on était tombé sous les 0,10% de rendement pour le 10 ans allemand, par exemple. Force est de constater qu'on a eu des rendements. Alors, il y a pas de crack à ce stade, mais on a quand même une remontée légère et régulière des rendements obligataires en zone euro. Là, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Quel message faut-il y voir, Yannick? Oui, c'est vrai qu'il y a eu une petite remontée des taux. C'est vrai, on a repris environ 15 centimes de taux à peu près sur la partie 10 ans. On est à 0,26, 0,27 à l'heure où on se parle sur le 10 ans allemand. On est autour de 0,60 à peu près sur l'OAT française. C'est effectivement 15-17 centimes de hausse. Et on s'est un tout petit peu compressé au niveau des spreads souverains, c'est-à-dire que l'Espagne, le Portugal et dans une moindre mesure l'Italie ont fait un petit peu moins pire, j'ai envie de dire. Donc l'écart de rendement s'est un petit peu compressé. Est-ce qu'il faut en tirer un message ou une signification par rapport à une éventuelle tendance à venir? Franchement, c'est pas clair. C'est pas clair et c'est pas certain parce que si on veut essayer de trouver des raisons à ce petit rebond, si on veut essayer de trouver des raisons, on peut dire les matières premières en prix ont remonté, à commencer par le pétrole. On est passé en gros de 28 à 47 sur le Brent à peu près, probablement aidé d'ailleurs un petit peu, vous venez d'en parler, par la faiblesse du dollar, et donc ça petit peu d'impact, notamment sur les anticipations d'inflation qui ont un petit peu remonté. Donc les courbes ont eu tendance à se quantifier un petit peu. La partie longue de la courbe, le 10 ans notamment, a eu tendance à remonter un petit peu. C'est un premier élément, donc le pétrole. Le deuxième élément, on est depuis quelques jours, j'ai envie de dire, dans un environnement macroéconomique un tout petit peu moins anxiogène quand même, notamment en Europe. On a eu des chiffres de PIB la semaine dernière qui étaient plutôt sympathiques. C'est vrai qu'on a une croissance aux États-Unis qui est pas terrible sur le premier trimestre, mais beaucoup d'indicateurs laissent penser que le deuxième trimestre devrait être de bien meilleure facture. Donc on a globalement on va dire moins de stress sur la macro, surtout en Europe, donc ça peut contribuer aussi à faire remonter un petit peu les taux. Et puis peut-être un troisième élément à trouver du côté de l'attitude des banques centrales sur leur toute dernière réunion, où finalement elles se sont un petit peu mises à l'écart. Je pense notamment à la Banque du Japon qui a décidé de passer son tour alors qu'on savait pas trop si elle allait acter ou pas. On a une réserve fédérale américaine qui n'a pas été extrêmement alarmiste dans son message. Donc des banques centrales qui s'écartent un tout petit peu du jeu, alors que vous savez que c'est elles qui font le jeu depuis des semaines et des mois et des trimestres, et donc ça laisse peut-être un petit peu de place pour les autres raisons évoquées, à une petite remontée des taux, mais vraiment, on est dans une remontée très graduelle et très mesurée. Oui, c'est ça. On va rester quand même dans un univers de taux bas. Je regardais, il y a des indicateurs intéressants. Alors, j'imagine aussi très volatiles, mais je regardais le prix des produits qui permettent de se couvrir contre la déflation, qui sont des produits dérivés, des swaps. Mais voilà, ce qui est important de retenir, c'est que le prix de ces produits de couverture là est au plus bas depuis près de 1 an et demi, je crois, pour les marchés européens. Yannick, est-ce que justement là, on se recorrèle à une réalité macroéconomique là peut-être qui était occultée par rapport à l'action des banques centrales là? Est-ce que ça laisse présager quelque chose? J'ai l'impression que la crainte déflationniste s'écarte encore un petit peu plus semaine après semaine. On n'est pas du tout passé encore dans le scénario de risque inflationniste, même c'est ça, on bascule pas dans l'autre extrême pour l'instant. Et non, parce que pour l'instant, force est de constater que les statistiques qui nous sont publiées ne laissent pas voir un dérapage de l'inflation. Ça remonte en tendance depuis plusieurs mois maintenant, aux États-Unis sur plusieurs métriques. En Europe, on s'est stabilisé notamment sur l'inflation cœur autour de 1%. C'est pas extraordinaire, mais on s'est éloigné de la zone très dangereuse. Je vous rappelle qu'au plus bas, on a fait 0,6% de croissance sur l'inflation.
Donc voilà, on n'a pas basculé dans le risque inflationniste. Par contre, c'est intéressant de constater que je vous ai parlé des anticipations d'inflation. Elles ont tendance à remonter un petit peu sous l'influence du prix du pétrole, qui est le principal facteur de directionnalité, si je peux dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'or qui prend plus de 20% depuis le début de l'année. $1,300 pour la première fois depuis janvier 2015 aujourd'hui. Voilà, on sait que c'est, on va dire traditionnellement sur le marché, un actif dit réel que l'on a l'habitude de corréler avec un éventuel risque inflationniste. Voilà, donc je crois qu'on s'est éloigné de la zone de danger déflationniste. On est dans un ventre mou où on est dans une période d'inflation très mesuré et très encadré. On n'a pas encore basculé dans le risque inflationniste. En tout cas, c'est pas la lecture des courbes de taux d'intérêt et c'est pas la lecture que nous on s'en fait en regardant les statistiques qui nous sont publiées. Un mot rapide du risque politique en Europe. Là, est-ce que vous le trouvez un peu intégré, bien intégré par les marchés, difficilement intégré parce qu'en face, malgré tout, il y a la Banque centrale européenne et son filet de sécurité? Je crois que le risque politique, on vit avec depuis maintenant de nombreuses années en Europe et je crois qu'on va devoir vivre encore avec pendant au moins jusqu'à 2017 parce qu'il y a quand même des échéances électorales, pas que en France, qui sont quand même majeures et on voit que les derniers scrutins ont laissé malheureusement quelques surprises et pas forcément toujours de bonnes surprises, on va dire. Donc le risque politique, il est présent. J'ai l'impression qu'à travers les prix des actifs et notamment des prix des actifs obligataires, il n'est pas totalement reflété, notamment je pense au Brexit, au fameux risque de sortie de l'Angleterre, dont la probabilité, j'ai cru comprendre au dernier sondage, était revenue extrêmement proche de 50-50. Donc on n'a clairement pas valorisé ce risque. Maintenant on vit avec. Les écarts de rendement, par exemple, je ne sais pas, de l'Italie versus l'Allemagne, on n'est quand même pas par rapport au plus bas, on est quand même bien plus haut, donc quelque part il y a un peu d'intégration de ce risque-là, mais on vit avec et je crois que pour l'instant le marché le gère comme tel. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, Ophi Asset Management.